Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de nous regarder, de nous écouter une fois de plus pour cette nouvelle édition d'After Conseil. Alors le programme est un peu dense aujourd'hui parce que on va revenir sur trois conseils, le dernier conseil municipal qui a eu lieu le 24 mars, mais aussi le précédent qui a eu lieu le 24 février, et entre deux, il y a eu un conseil communautaire, et là c'est spécifique quand même sur la question des débats d'orientation budgétaire, qui vont donner l'orientation sur toutes les choses qui vont être mises en place et à la ville et à l'agglo cette année. Mais avant de commencer, je voudrais revenir rapidement sur le dernier conseil municipal où il y a eu quand même un épisode un peu houleux, c'est le moins qu'on puisse dire, avec notamment la première adjointe, puisqu'il y avait un débat sur la chaufferie, en fait, sur le projet d'extension de la chaufferie qui a plutôt dégénéré, alors que tout commençait paisiblement, parce qu'on était simplement en train de rappeler que l'absence de concertation dans ce projet, que les riverains n'avaient pas été suffisamment informés du chantier, et que du coup ça avait généré un sentiment de mépris de la part des riverains, et que ce sentiment de mépris avait généré de la colère, et qu'aujourd'hui il y avait de la perte de temps, de la perte d'énergie à gérer cette situation qui aurait pu être déminée. C'était simplement ce que j'étais en train de dire, et ça a fait visiblement vriller un petit peu d'abord le maire qui a clairement insinué qu'on racontait n'importe quoi, et puis ensuite la première adjointe, Madame Lydie Noël, qui m'a vraiment agressé dans ses propos, avec des propos qui étaient injurieux, puisqu'elle m'a traité et de menteur et de manipulateur. Donc là-dessus, évidemment, tout le monde pourra comprendre que c'est pas correct, que évidemment là-dessus, on a demandé des excuses. J'ai demandé d'abord à pouvoir reprendre la parole, ce qui m'a été refusé, puisque Pascal Demarthe n'a pas été capable de faire respecter l'ordre dans son conseil municipal, et c'est moi qui ai fait l'objet d'un rappel au règlement. Donc moi, je ne me laisserai pas ni humilier ni d'ailleurs intimidé, puisque ça ressemble à de l'intimidation. On sent que les esprits s'échauffent à un an des élections, mais ce qu'a dit la première adjointe, ce sont des propos injurieux, ça constitue un délit, et je suis aujourd'hui en droit de porter plainte. Alors j'ai demandé des excuses. D'ailleurs, le lendemain matin, une fois à froid quand même, j'ai écrit à Pascal Demarthe, et j'ai écrit à Lydie Noël pour demander à ce qu'il y ait des excuses qui soient formulées. Je n'ai toujours pas eu de réponse aujourd'hui, et au-delà de ça, quand même, on trouve que c'est vraiment une image bien triste de la politique qui est renvoyée par ce qui s'est passé en conseil lundi, que notre conseil municipal, la dernière chose dont on a envie, c'est qu'il ressemble à l'Assemblée nationale. On mérite mieux que ça, on n'a pas besoin de s'invectiver, on n'a pas besoin de se manquer de respect pour faire passer des idées, même si on n'est pas d'accord, on peut rester dans le respect et dans le dialogue mutuel. En tout cas, voilà, moi que j'ai décidé quand même en ayant un petit peu réfléchi dessus, c'est de ne pas porter plainte. Je ne vais pas envenimer les choses avec une plainte. Voilà, il y a plus grave dans la vie. Je vais ravaler ma fierté sur ce coup-là, parce que je crois qu'il est important, plus important que mon orgueil. C'est important d'apaiser le climat. On en a besoin en ce moment. On n'a pas besoin d'aller trop à la conflictualisation des échanges. Donc voilà, la campagne, elle va être longue. Visiblement, tous les coups sont permis. Mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on déplore cette attitude, on déplore ce manque de respect, on déplore ce mépris. Et nous, on est convaincus qu'on peut faire de la politique autrement que de cette façon-là. Et c'est vraiment ce qu'on a envie de montrer. Et c'est aussi pour cette raison que je ne déposerai pas plainte. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le dernier conseil. Et puis je crois que Isabelle aussi a quelque chose à dire, toujours sur cet incident, et même ceux qui ont précédé. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai écrit quelque chose parce que j'ai des choses à dire et ça va aller dans le sens de ce que tu as exprimé, Angelo, à l'instant. Donc nous avons voté quasiment pour tous les points du dernier conseil municipal. Tu y reviendras, Francis, sauf pour le budget, et puis on verra par rapport aux associations, car nous n'avons pas la même perception de l'accompagnement de nos citoyens par rapport au budget, en ce qui concerne les services publics. Donc c'est normal que nous votions contre. Donc c'est une divergence politique qui fait la richesse de notre démocratie.
Je n'ai donc pas envie de revenir sur ce conseil municipal ni sur le conseil communautaire pour les mêmes raisons. Même si les finances, quand même, de ce dernier nous inquiètent particulièrement et les choix politiques dans une telle situation sont toujours très difficiles et souvent douloureux. Je souhaite aujourd'hui revenir et m'exprimer sur notre position d'élu de l'opposition. Je suis plutôt du genre à me baser sur les faits. Je n'aime pas attaquer les personnes. Alors je vais reprendre des faits pour dénoncer le mépris fait à l'opposition, car j'en ai assez. Monsieur le maire et sa majorité nous accusent de manipulation en plein conseil municipal, sans faire un rappel à la première adjointe pour manquement au règlement, lorsqu'elle tient des propos insultants à l'égard de l'un d'entre nous. Alors je vais reprendre des faits récents, mais également d'autres faits pour exprimer mon opinion. Monsieur le maire, le 13 décembre 2024, Angelo Tonoli vous a envoyé un mail vous signalant les problèmes sur le chantier de la chaufferie. Vous répondez « Je vous informe que vous devriez nous consulter avant d'écouter qui que ce soit, car je sais bien qui est à l'origine de cette démarche. » Je trouve cette réponse peu constructive. De plus, comme je suis quelqu'un d'intelligent, monsieur le maire, je reprends les propos que vous m'avez tenus lors de la suspension du dernier conseil municipal, la suspension de séance, pour me convaincre du bien fondé des propos de votre première adjointe. J'ai écouté attentivement, comme toujours, ce que vous avez dit en conseil municipal, avant que vous laissiez votre première adjointe insulter notre colistier. Vous dites que vous avez fait plusieurs réunions publiques préalables. Ah, ok. Et vous le mentionnez, et vous ne le mentionnez pas dans le courrier que vous avez envoyé aux riverains le lendemain de ce conseil, et que vous nous avez lu d'ailleurs. Peut-être parce que vous ne les avez pas réellement consultés ou vous les avez consultés après le début du chantier, après avoir été alerté par notre colistier. Mais cela ne reste qu'une hypothèse. Personnellement, comme je suis quelqu'un d'intelligent, j'aurais rappelé à votre place dans ce courrier aux riverains ces réunions publiques. De plus, je pense que plutôt qu'accuser l'opposition, il y a urgence à renouer le dialogue avec vos concitoyens déçus. C'est la politique. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors on dialogue, même quand c'est difficile. Ensuite, nous ne vous avons jamais accusé de récupération politique comme vous le faites de manière récurrente, encore au dernier conseil, mais aussi à d'autres reprises. La récupération politique, je suis allée regarder la définition, elle consiste à exploiter le propos d'un adversaire ou d'un expert, un fait divers, un hasard de calendrier, un événement médiatisé pour le présenter comme une preuve, venant étayer son propre discours, et en tirer profit. Exemple, utilisation de faits divers d'agression contre des personnes qui font la une de l'information pour mettre en avant des idées sécuritaires. Ce n'est pas ce que nous avons fait, non. Ça, je laisse au Rassemblement national. Était-ce le cas aussi quand nous avons soutenu les enseignants, lorsque vous avez décidé de fermer l'école Route de Paris, ou voté pour la suppression des postes dans le secondaire? Est-ce le cas également quand nous avons soutenu les agents de la CAPS à 2 reprises, après vous avoir alerté des tensions à venir, car ces derniers perdaient des acquis sociaux? Est-ce également le cas quand nous vous avons signalé le mécontentement de certains parents, après le déménagement de la crèche à l'ancien office de tourisme? Et j'en passe. Non, monsieur le maire, comme je suis quelqu'un d'intelligent, je dirais plutôt que non seulement nous faisons notre travail d'élu de l'opposition de manière constructive et respectueuse, mais en plus, nous n'avons jamais insulté aucun des membres de la majorité. Par contre, lors de la dernière campagne municipale, vous nous avez traités d'idéalistes colcosiens. Et vous vous êtes emparés de certaines de nos idées en vous gardant bien de le reconnaître. Lorsque nous vous proposons des idées en conseil municipal, que vous reprenez, vous ne nous invitez même pas aux réunions de travail. Il a fallu qu'on bataille pour avoir les dates des événements dans la ville. Les réponses que vous nous faites lors des remontées de concitoyens sont souvent expéditives. Je vous en ai cité une précédemment. Mais il y en a d'autres. Par exemple, un bénéficiaire de logement social me signale la dégradation des escaliers extérieurs de son logement. Je relance vos services après 1 an, car rien n'avait été fait. Et je peux le comprendre, c'est pas évident de gérer toutes les réclamations, ça se conçoit. Par contre, votre réponse.
Nous avons pris en compte ces demandes et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, priorité est donnée sur le quartier Soleil Levant. Nous vous tiendrons donc informés de la suite qui sera donnée à votre sollicitation dans ce cadre. Autrement dit, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, comme je suis intelligente, monsieur le maire, respectueuse, solidaire et engagée, je siégerai jusqu'au bout au conseil municipal. Mais je vous demande, vous et certains de vos élus, de nous respecter. Merci. Oui, un peu de respect, ça nous ferait du bien quand même. En tout cas, on va revenir, voilà, maintenant qu'on a dit ce qu'on avait à dire concernant le dernier conseil municipal, on va revenir sur, en tout cas je vais revenir rapidement sur le conseil municipal du 24 février, lors duquel on a eu le débat d'orientation budgétaire. Donc un des premiers points à ce conseil, ça concernait le centre d'interprétation de la Deuxième Guerre mondiale qui va être mis en place dans les locaux qu'occupait l'Office du tourisme et qu'occupe désormais la crèche de la Com d'Aglo, place de l'Amiral Courbet. Donc il était prévu une enveloppe de 455 000 € hors taxes pour ce centre d'interprétation pour les travaux, et au dernier conseil, on a appris que c'était revalorisé désormais à 684 000 €, donc 230 000 € de plus, toujours hors taxe, et du coup la maîtrise d'œuvre, comme elle est en pourcentage du montant global des travaux, elle passe elle de 97 000 à 142 000 € hors taxe. Donc on arrive tranquillement à un budget de plus d'1 million d'euros pour ce centre d'interprétation, qui nécessite aussi, et c'est là où tout est lié, de reconstruire une nouvelle crèche. Là, c'est dans le quartier Rouvroy que c'est prévu, où il a fallu démolir les bâtiments qui étaient en friche, qui accueillaient l'école de Rouvroy pendant un temps. Du coup, ça va coûter plus d'1 400 000 € hors taxe à la Com d'Aglo, hein. Plus d'1 million, parce que ça c'est prévisionnel, hein, donc on sait très bien qu'à la fin ça sera un peu plus que ça. Donc ce qui fait qu'on arrivera à plus de 3 millions d'euros de budget pour ce centre d'interprétation, sans que finalement ça n'ait jamais été réellement remis en considération, étant donné l'ampleur du budget, parce qu'il faut bien considérer le budget de la crèche dans le budget du centre d'interprétation, puisque c'est pour le centre d'interprétation qu'on doit relocaliser la crèche. Donc ça commence à faire cher, sachant qu'on a aussi le musée à plus de 25 millions d'euros. Donc là, on va commencer, je pense, à sécher un petit peu niveau finance, ne serait-ce que pour porter ces projets-là. Ensuite, dans les points à l'ordre du jour, on a aussi eu un don de 5 000 € à Mayotte. Alors ça c'est bien, on l'avait réclamé en solidarité avec le cyclone, pour réparer les dégâts du cyclone. Donc ça on l'avait réclamé, ça a été mis en place, donc très bien, évidemment on a voté pour. On a aussi appris que justement à côté du musée Boucher-de-Perthes, il y avait un bâtiment qui appartient à la ville, qui avait été contaminé par la mérule, et que du coup il fallait faire tout un diagnostic et puis traiter le problème de la mérule, ce à quoi on a réclamé effectivement un diagnostic, un état des lieux de l'ensemble des bâtiments de la ville pour connaître déjà leur état, savoir si ils avaient besoin de travaux de rénovation thermique, parce qu'on sait aussi que c'est l'humidité qui facilite la propagation de la mérule, et que dans des bâtiments qui sont bien isolés, bien chauffés, il n'y a pas de risque de développement de la mérule. Bon voilà, et puis après, on a aussi discuté d'un vœu qui concernait l'anguille, un vœu pour protéger les anguilles, puisque 90% des populations d'anguilles ont disparu en 30 ans, malgré les investissements qui ont été réalisés notamment par le département pour faire des passes à poissons, des passes à anguilles sur les différentes écluses. Donc aujourd'hui, c'est un vrai problème de biodiversité. Il y a deux causes, en tout cas identifiées au fait que l'anguille disparaît. La première, ou ne réapparaît pas, plutôt malgré les investissements. La première, c'est les cormorans en fait, qui se sont développés, qui ont proliféré, y compris à l'intérieur des terres, alors que ce sont des oiseaux marins et qui mangent beaucoup d'anguilles. Donc là, il y avait un premier aspect qui était de demander à l'État d'appliquer le décret qui avait été pris pour autoriser la régulation des populations de cormorans. Donc ça a été fait depuis. Et puis l'autre chose, c'est de demander un moratoire sur la pêche des civelles, hein, vous savez, les bébés anguilles en fait, qui aujourd'hui sont pêchés parce que c'est vendu une fortune. Donc ils sont pêchés, il y a 6 bateaux qui pêchent la civelle
en baie de Somme et dans l'estuaire. Donc évidemment, le moratoire sur la pêche de la civelle, c'est aussi pour protéger les populations d'anguilles. Donc ça a été voté à l'unanimité du conseil municipal et depuis, j'ai déposé au département un vœu similaire qui sera étudié lors des débats budgétaires et qui sera, je n'en doute pas, voté aussi à l'unanimité. Bon voilà, donc ça c'est sur les points, on va dire, un peu annexes. Et puis le gros du sujet, eh bien, c'était le débat d'orientation budgétaire, hein. Donc là, on a relevé quand même plusieurs choses, hein, notamment une explosion des dépenses qui sont liées à l'énergie. Hein, plus 19% en 2 ans, donc c'est quand même très important et ça nous fait dire qu'il y a une urgence à investir davantage dans la rénovation thermique des bâtiments municipaux parce qu'aujourd'hui ces dépenses-là, on sait qu'elles ne vont pas être amenées à baisser, mais si on veut maîtriser notre budget de fonctionnement, il faut pouvoir maîtriser les dépenses d'énergie. Ensuite, on a de façon assez globale une situation budgétaire qui se détériore. Déjà parce que les dépenses, elles augmentent nettement plus vite que les recettes, donc évidemment qu'à un moment donné, ça risque de coincer, et ça provoque une diminution de notre capacité d'autofinancement. L'autofinancement, c'est ce qui permet de financer les projets d'investissement. Donc quand on ne peut pas s'autofinancer, on est obligé de recourir à l'emprunt. C'est ce que la ville a fait, avec 4 millions d'euros d'emprunts supplémentaires en 2024, et donc c'est beaucoup, 4 millions d'euros d'emprunts, hein, c'est quand même loin d'être anecdotique, et une capacité de désendettement, ça c'est le nombre d'années nécessaires pour apurer la dette. Le nombre d'années nécessaires, il est passé à 8,2 années. Hein, il faut 8,2 années pour rembourser l'intégralité de notre dette si on utilisait l'intégralité de notre budget d'autofinancement pour apurer notre dette, alors que la moyenne nationale, c'est 3 ans. Donc vous voyez, on a quand même une situation qui se détériore, surtout que les intérêts de la dette, eux aussi, ils ont augmenté de 25%, ce qui fait une augmentation de 100 000 euros, rien que ce que nous coûtent les intérêts de la dette. Alors que, dans le même temps, nos impôts ont augmenté l'année dernière, hein, donc c'est lié à la revalorisation des bases, on ne va pas rentrer dans le détail, mais tout le monde a vu sa taxe foncière, ça a augmenté, et ça provoque quand même une recette de 550 000 euros supplémentaires pour la ville d'Abbeville, et malgré ces 550 000 euros de recettes supplémentaires, les dépenses ont augmenté plus vite que les recettes. Donc, pourquoi pas, hein. Après, la dette, c'est pas forcément mauvais en soi, on n'est pas contre la dette dans l'absolu, mais alors tout ça, pourquoi? Eh ben, on a remarqué, hein, c'est indiqué dans les budgets, on a une population qui baisse. On a perdu encore 200 habitants en 2024, on a perdu plus de 1000 habitants depuis que Pascal Demart est élu, donc on a perdu 4% de notre population depuis 2019. Donc c'est quand même inquiétant, on a l'impression que la ville elle est plutôt en train de stagner, et en plus de ça, la situation budgétaire qui se tend, ça nous fait dire que la réalisation du projet de réhabilitation du stade Paul Delic, hein, qui est quand même prévu pour 25 millions d'euros minimum, eh ben c'est tout simplement pas tenable, parce que hors taxe, oui, sachant qu'il y a toujours des avenants, il y a toujours des augmentations en cours de route, donc que c'est tout simplement pas tenable, parce que si on voulait le faire, il faudrait emprunter 16 millions d'euros supplémentaires sans aucun autre investissement. Donc sans aucun autre investissement de voirie, sans aucun autre entretien des bâtiments publics communaux. Donc tout simplement, c'est impossible. Et ce qu'on a dénoncé lors de ce conseil, c'est qu'on a le sentiment que le maire d'Abbeville cède à la tentation, on va dire, du bling-bling, des grands investissements clinquants, plutôt que des investissements qui sont nécessaires à notre quotidien. Et ça, on le regrette amèrement. Donc voilà pour le conseil municipal. Et puis ensuite, on a eu le même débat en conseil d'agglomération, où là, il y avait quelques points qui nous semblaient quand même des points importants. Alors déjà, on a acté l'arrêt de la plateforme betsom-shopping.fr. Hein, c'était une plateforme, une marketplace, hein, où tous les commerçants pouvaient vendre leurs produits, les commerçants d'Abbeville pouvaient vendre leurs produits sur cette marketplace, en ligne donc, et en fait ça a été un flop total, ça n'a pas marché du tout, il y a eu très peu de flux, ça a été vraiment de l'argent qui a été jeté par les fenêtres, et puis beaucoup d'argent pour une plateforme dont on n'a jamais discuté l'intérêt. Hein. Ça n'a jamais été discuté en commission, ça n'a jamais été voté même en conseil communautaire, et on a juste appris que c'était mis en place, et maintenant on apprend que ça n'a pas marché, donc c'est quand même dommage de ne pas inclure un peu plus, comme d'habitude, hein, voilà, de ne pas concerter un petit peu plus, c'est toujours un problème
de méthode. Et puis ensuite, on a aussi discuté longuement, lors de ce conseil d'agglomération, de la rétrocession de la compétence voirie aux communes, parce qu'aujourd'hui, la com d'agglo est compétente sur la voirie. Et ça, en fait, c'est largement responsable du déficit de la com d'agglo, parce que c'est une compétence qui coûte très cher à la com d'agglo, parce qu'on a été plutôt dans la conception de cette compétence, il y a en 2017, très généreux par rapport aux communes, et surtout, il y a quand même un truc qui est toujours étonnant, c'est que le stationnement, c'est voirie et stationnement, les dépenses de stationnement, c'est la com d'agglo qui les prend en charge, il n'y a qu'à voir le parking de l'hôpital qui va être réalisé, c'est 1,5 million d'euros au bas mot, ça c'est payé par la com d'agglo, alors que les recettes de stationnement, notamment pour les villes de Saint-Valery et de Cayeux, là, ça reste pour les communes. Donc on mutualise les dépenses, mais par contre les recettes, on les laisse aux communes. Donc ça c'est quand même étonnant. Donc en plus de ça, là le choix la proposition qui nous est faite, c'est de redonner la compétence aux communes et de la reprendre ensuite à l'agglo pour les communes qui ne voudraient pas la garder. Alors c'est quand même une usine à gaz en fait qu'ils sont encore en train de faire là, plutôt que de simplifier les choses avec un fonctionnement à fond de concours par exemple qui permettrait d'être beaucoup plus transparent, d'avoir un processus qui soit simple à comprendre pour tout le monde et avec lequel on peut fixer une enveloppe annuelle. Là, on repart dans l'usine à gaz, donc vraiment, c'est pas du tout les signes d'une bonne gestion. Et quand même, le DOB, le débat d'orientation budgétaire de l'agglo, où là, là c'est quand même vraiment la cata, quoi. Là, on va dans le mur, en fait, on va droit vers la banqueroute. Enfin, franchement, il n'y a aucun signal positif. La situation, alors qu'on a l'impression quand même qu'on ferme les robinets partout, dans les services, on n'achète plus de cuillères dans les cantines, on ne remplace pas les départs en retraite. Enfin, voilà, tout est sous tension. Et dans le même temps, la situation, elle se dégrade encore, mais de façon importante en 2024. Alors, on note quand même des choses, c'est que plus 3 millions d'euros de dépenses de fonctionnement, alors qu'on augmente les recettes que de 1,1 million. Donc ça veut dire qu'il y a encore une diminution de la marge de manœuvre avec le fonds de roulement. Le fonds de roulement, vous savez, c'est ce qui reste une fois qu'on a fait le total des recettes et des dépenses, en gros. Et ce fonds de roulement, désormais, il est négatif. Ça veut dire qu'on n'a pas la moindre capacité d'autofinancement, que le moindre projet d'investissement qu'on pourra porter, il faudra emprunter pour le faire. Donc notre capacité de désendettement, à la ville c'est 8 ans, c'est déjà beaucoup, et à l'agglo c'est 23 ans. Quand la moyenne nationale pour les intercommunalités, elle est de 4 années et demie. Donc on est vraiment dans le rouge et dans le rouge vif. Et le pire dans cette affaire, en tout cas ce que nous, on considère vraiment comme anormal, c'est que la responsabilité de ce déficit, elle est sans arrêt rejetée sur le personnel. Ouais, c'est le personnel, c'est ce que disent en tout cas la plupart de l'exécutif de la com d'agglo, alors que les dépenses de personnel, elles ont augmenté cette année, mais de façon très limitée, de 450 000 euros, alors même que le SMIC a augmenté, et que beaucoup de nos agents sont payés au SMIC. Donc quand le SMIC augmente, et le point d'indice aussi, on est obligé d'augmenter les dépenses. Donc les dépenses de personnel, elles représentaient 51% des dépenses il y a 4 ans, 51% il y a 4 ans, 47% aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il y a eu des efforts considérables qui ont déjà été faits sur le personnel. Et en plus une politique RH qui fait de gros dégâts dans les équipes, avec beaucoup de gens qui sont démotivés, beaucoup d'arrêts maladie, la grève des éboueurs. En plus, on a encore une usine à gaz là, avec le nouvel organigramme, avec un système maintenant où on a plus de chefs que d'ouvriers. Et ça, c'est quand même vraiment le mal de notre siècle dans l'administration. On crée des chefs, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, et finalement, on perd en efficacité et on perd beaucoup avec ce fonctionnement-là. Dans le même temps, on a aussi une augmentation du coût de la collecte des déchets. La collecte des déchets augmente de 700 000 euros cette année. 700 000 euros, alors qu'on a arrêté de collecter les déchets verts. C'est quand même aussi quelque chose qui est très alertant. Et il y a 415 000 euros qui sont prévus de dépenses supplémentaires en investissement en 2025 pour acheter les containers à verre, les containers aériens où on ira porter désormais les bouteilles en verre. Donc ça, c'est une ineptie, sincèrement, une ineptie. Et dans le même temps, il y a des choix qui sont faits qui vont être douloureux pour nous tous, parce qu'on va augmenter le prix des cantines, on va augmenter le prix du périscolaire, on va baisser l'enveloppe pour financer les projets sportifs ou culturels dans les écoles, on va arrêter de remplacer aussi certains départs en retraite.
Mais dans le même temps, on va mettre 1 400 000 pour la nouvelle crèche, on va mettre 1 600 000 pour agrandir la caserne de gendarmerie de Saint-Valery, on va mettre 415 000 euros pour les conteneurs à verre. Enfin bon, on ne peut pas dire qu'on soit rassuré, là, vraiment on a le sentiment qu'on va droit dans le mur et qu'en plus de ça, quand on en parle, quand on le souligne, on nous dit que c'est un dérapage contrôlé. Là, le binôme Pascal Demarthe, Stéphane Ossoulier a fait des prouesses quand même pour présenter ça comme quelque chose de parfaitement normal, alors que pas besoin d'avoir fait 15 ans de comptabilité publique pour comprendre que là, la situation, elle va être bien difficile à remonter et que sincèrement, si on ne passe pas par une mise sous tutelle, c'est vraiment qu'on a des services de l'État qui sont bienveillants. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ces derniers conseils. Et puis Francis va revenir rapidement sur le dernier conseil où on a eu quelques points quand même qu'on a soutenus et ça mérite d'être souligné. Oui, ben merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, sur le dernier conseil, il y avait 33 points à l'ordre du jour. Un concernant les marchés publics, on a voté pour. Un concernant la culture, on a voté pour. Deux sur le domaine des patrimoines, on a voté pour. Sur le sport, c'était par rapport au mémorial Villecoq, hein, c'est une convention avec l'association Dream Run, on a voté pour. La vie associative, c'était pour le festival d'oiseaux, c'est une convention de prêt de matériel comme chaque année, on a voté pour. Et puis après, quand ça a concerné le budget, on a voté contre quasiment sur tous les points, sauf sur le point 24 qui concerne en fait les subventions attribuées aux associations. Vous savez qu'il y a 300 associations à Abbeville qui animent la ville au quotidien quasiment, hein, et 75 associations sportives. Donc on a voté pour parce qu'elles en ont réellement besoin pour pouvoir fonctionner. Voilà, merci beaucoup. Très bien, et ben merci à vous de nous avoir écoutés. C'était un conseil danse, on l'avait dit, hein. Ouais. C'était After Conseil Danse aujourd'hui. En même temps, c'est une fois par an, c'est les budgets, donc il y a un peu plus de chiffres. Merci de nous suivre, à très bientôt.